de… Michel Medaber. Ah, je vois Claude Caroubi, là, un ami de longue date. Ah, tu dois avoir des amis qui t'ont reconnu, c'est sûr. Non, mais je ne sais pas s'il m'entend, moi je le vois. Lui, il t'entend, mais il ne peut pas te répondre. Alors, je lui passe un grand bonjour. Chers amis, bonsoir. Il est 20 heures à Jérusalem, 19 heures à Paris. Nous sommes notre rendez-vous hebdomadaire. Israël s'invite chez vous. J'allais dire ce soir, c'est encore beaucoup, d'autant plus Israël, que nous allons parler d'un sujet qui vous tient tout à fait à cœur. Il y a encore quelques jours, on va dire à peine quelques semaines, Israël était dans une réalité tout à fait autre, dans une situation sécuritaire très particulière, avec, on a du mal presque à l'imaginer, avec des missiles qui tombaient sur le centre du pays, avec même des missiles tirés en direction de Jérusalem, quelque chose qui était assez exceptionnel. Et en quelques heures, Israël est quasiment rentré en guerre, dans cette guerre moderne, dans ces opérations, ce qu'on appelle les mifsaïm en hébreu. On sait toujours comment on y rentre, on sait rarement comment on en sort. Et c'est quelque chose qui est devenu quasiment, j'allais dire, routinier depuis une quinzaine d'années, tous les 2, 3 ans. Nous avons des opérations de ce genre, dans cette nouvelle vision sécuritaire d'Israël qui est tout à fait particulière. Et pour ce faire, nous avons invité un expert qui était notre invité il y a justement une quinzaine de jours, en pleine guerre. Il a dû se retirer pour des raisons de réserve, puisque c'est un colonel de l'armée israélienne, porte-parole de l'armée, colonel de réserve Olivier Rafovitch, que la communauté juive de France connaît bien. Il nous a fait le plaisir ce soir d'être avec nous. Alors nous sommes assez limités, une quarantaine de minutes. Vous pourrez évidemment, comme d'habitude, poser vos questions sur le chat avec lesquels nos deux animateurs, Naftali Lévy du département de la diaspora et notre directrice en France des programmes, Yasmine, pourront, au fur et à mesure des développements faits par Olivier, lui poser les questions. Et je crois qu'en introduction, encore une fois, ce que le public francophone et ce que le public général, j'allais dire en Israël, essaie de comprendre. Premièrement, Israël a-t-il été surpris? On parle d'une guerre qui n'était pas forcément, d'une guerre, d'une opération militaire qui n'était pas forcément souhaitée par Israël. Certains, parchanim, j'allais dire, certains experts ont dit que nous pensions que le Hamas n'était pas intéressé à provoquer Israël, et pourtant il a fait. J'allais dire, la deuxième chose, c'est encore une fois, est-ce qu'Israël pourra continuer à long terme à faire ces opérations telles que je l'ai dit, tous les 3, 4 ans, sans changer de stratégie fondamentale, c'est-à-dire on parle toujours d'une entrée terrestre ou pas d'une entrée terrestre, y a-t-il une solution? Et troisièmement, finalement, qui sort vainqueur, ou j'allais dire, est-ce qu'il y a un teco, comme on dit en hébreu? Est-ce que les lignes ont fondamentalement changé? Est-ce qu'Israël va négocier ou est-ce qu'Israël a négocié avec le Hamas? Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements suite à une opération de cette envergure avec des milliers de missiles tels qu'on ne nous avons jamais vus dans l'histoire d'Israël? Voilà, c'est des questions évidemment très générales. J'appelle notre public fidèle à nous envoyer leurs remarques, leurs suggestions sur le chat. Voilà, je m'excuse que je dois me retirer dans quelques instants. Je vous souhaite une bonne conférence et je remercie surtout le colonel de réserve Olivier Rafovitch d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci à tous. Chodesh Tov, bon mois et bon Shabbat à vous tous. Bonsoir, Avi. Merci beaucoup, Avi, pour cette introduction. Merci à toute l'équipe, euh, à Naftali Lévy de Jérusalem, à Yasmine Manaim, la directrice des programmes à Paris, et puis Erev Tov, bonsoir, chers amis, en France ou autre part. Alors, ce soir, on va avoir à peu près ensemble 50 minutes, un peu moins d'une heure, pour parler d'un sujet qui est un sujet évidemment toujours d'actualité, malheureusement. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, écrit. Je vais essayer avec vous
de dresser un premier bilan de cette opération gardien des murailles contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est aussi un peu de voir quels sont les acquis politiques du côté israélien, mais malheureusement également du côté des ennemis. Pourquoi Jérusalem est devenu tout d'un coup l'épicentre de ce conflit, alors que le conflit se passe de la bande de Gaza et non pas de la Judée-Samarie. Le rôle des USA et surtout le rôle de l'Égypte qui prend une part très importante dans cette situation. Et puis ce soir, on m'a demandé aussi, avant que je vous rencontre, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé, mais est-ce qu'on est encore face à un nouveau round, nouvelle confrontation avec le Hamas? Et donc, je vais essayer un peu d'en parler aussi. Et puis, on est aussi en politique en Israël et on ne peut pas déconnecter les choses les unes des autres. Donc, je vais donc parler, essayer des questions. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être que Yasmine m'interrompra ou Naftali. En tout cas, pour moi, c'est une soirée qui doit être interactive et dans l'atmosphère libre et ouverte. D'abord, cette opération, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Il n'y avait pas d'état d'urgence en Israël, il n'y avait pas d'état de guerre en Israël. L'État d'Israël a continué à être une société ouverte. Les seules limitations étaient dues au corona et aux états d'alerte de temps en temps, mais au-delà des alertes elles-mêmes, il n'y a pas eu d'état d'urgence du tout en Israël. Donc, par définition et par la définition légale, d'abord, ce n'est pas une guerre. Par contre, on a fait la guerre, nous, au Hamas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de guerre en Israël, mais on fait la guerre au Hamas. Et la guerre au Hamas, je commence par cela, pour déjà enlever tout ce qui a été dit et redit, évidemment, dû à la propagande antisémite, anti-israélienne, anti-sioniste de par le monde. Israël ne fait pas la guerre, n'a jamais fait la guerre à Gaza. Israël n'a jamais attaqué la bande de Gaza ou les Gazaouis, les habitants de Gaza, comme d'ailleurs on n'a jamais attaqué des civils palestiniens ou libanais parce qu'ils sont libanais ou palestiniens. Israël n'a jamais voulu et ne voudra jamais faire la guerre à des gens qui sont innocents. Par contre, de l'autre côté, et c'est là la problématique de ce genre de conflit, c'est qu'on a affaire en fait à un État qui est la bande de Gaza et non pas un territoire quelconque. On a affaire à un État qui est la bande de Gaza parce qu'il est sous le contrôle d'un gouvernement qui est le gouvernement du Hamas, qui a des ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche, le ministère de la Guerre. Ils ont de la police, l'armée, puisqu'ils bombardent et ils attaquent. Et donc, on fait la guerre à un État terroriste qui, lui, va utiliser sa population civile comme bouclier humain. Alors, c'est une chose qui a été dite avec l'État islamique, c'est une chose qui a été dite avec le Hezbollah, mais c'est une chose qui est, par définition, built-in. Elle est built-in, elle est construite avec tout ce qui peut être acte violent, que ce soit le Hamas, le djihad islamique palestinien, les frères musulmans, l'État islamique, le Polisario, tout ce qui est islamiste, intégriste dans le monde est relié à sa population civile pour qu'il y ait des victimes civiles lorsque ces groupes terroristes font la guerre, soit sont attaqués, soit sont, entre guillemets, attaquent eux-mêmes. Mais leur but est qu'il y ait des victimes civiles. À la différence d'un État comme l'État d'Israël, où nous faisons tout pour empêcher qu'il y ait des morts civiles, évidemment, des victimes, des innocents, du côté israélien, mais également du côté palestinien, eux feront tout pour qu'il y ait des victimes civiles. Deux exemples. D'abord, lorsque le Hamas a tiré, j'ai les chiffres officiels, 4400 missiles, exactement, c'est 4370 missiles contre l'État d'Israël, tous ces missiles, je dis bien, tous ces missiles ont été tirés vers des lieux civils, pas vers des bases ou vers des éléments militaires, que vers des villes et des villages israéliens pour toucher, pour tuer, espérant de leur côté, tuer le plus grand nombre de civils israéliens. Il faut savoir aussi que dans les 4370 missiles qui ont été tirés par le Hamas, 600 missiles sont tirés par le Hamas de la bande de Gaza et retombent dans la bande de Gaza. Et eux, ils font aussi des victimes dans la bande de Gaza, mais jamais vous aurez entendu un membre du Hamas, évidemment, dire
qu'ils ont eux-mêmes tué leurs propres enfants, leurs femmes et détruit des bâtiments. Ça, évidemment, ils ne le diront pas. Mais nous, on le sait. Nous, on le sait parce que nos radars poursuivent depuis le départ jusqu'à ce qu'ils tombent les missiles, les obus de mortier, tout ce qui sort de la bande de Gaza. Et c'est d'ailleurs pour cela que, grâce au système de défense antimissile dôme de fer, qui n'est pas de Barzel, on a à la fois le radar qui sait d'où ça sort, quand ça sort, et on a les missiles liés au radar du système israélien de défense antimissile qui savent comment intercepter et détruire le missile en vol. Lorsque des missiles sont tirés de la bande de Gaza et tombent dans la bande de Gaza, on ne va pas tirer de missiles parce qu'on sait exactement leur route et comment ils vont tomber. Mais ces missiles ont fait beaucoup de victimes. Encore une fois, le Hamas, le djihad islamique n'en parlent pas. Mais qui en parle dernièrement? Et d'ailleurs, il a payé très cher pour en parler. En a parlé le patron de UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, monsieur Mathias Shmela. Il a dit à la télévision, une chaîne internationale, il a dit la vérité, il a dit que les frappes israéliennes étaient des frappes extrêmement précises et sophistiquées qui n'avaient touché que des objectifs militaires du Hamas et du djihad islamique, qu'il n'y avait pas du tout de pénurie de quoi que ce soit dans la bande de Gaza parce qu'aucune frappe israélienne n'avait voulu interrompre, je dirais, le cycle de vie normal des Palestiniens. Mais lorsque ce monsieur de UNRWA a dit la vérité, eh bien, le Hamas a organisé des manifestations dans les rues pour demander simplement qu'il s'en aille. Il n'a pas attendu qu'on lui dise de partir, il a vu qu'il était menacé, il est parti, il a quitté d'urgence, je dis bien d'urgence, la bande de Gaza pour se réfugier, lui, de UNRWA, c'est un petit peu cynique ce que je dis, il s'est réfugié à Jérusalem, protégé par l'agence onusienne de Jérusalem. Donc c'est l'envoyé spécial de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a été en fait viré par les Palestiniens parce qu'il disait la vérité, et lui maintenant est devenu un réfugié, entre guillemets, de UNRWA à Jérusalem. Ce que je vous dis, c'est la stricte vérité, et pour l'instant, je ne pense pas que UNRWA va renvoyer quelqu'un de cette agence dans la bande de Gaza. Au niveau des victimes, alors, il y a eu des chiffres terrifiants qui sont sortis dans la presse mondiale, on parle de centaines de victimes. Il y a eu, d'après les chiffres que nous connaissons, que nous avons vérifiés, aux alentours de 225 à 230 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. À 90%, ce sont tous des cadres militaires sécuritaires, terroristes du Hamas et du djihad islamique. Une grande partie d'entre eux ont été tués et éliminés dans des tunnels souterrains, ce qu'on a appelé d'ailleurs malencontreusement, et là je veux dire pourquoi, le métro de Gaza. En fait, ce sont des réseaux de tunnels extrêmement profonds, extrêmement sophistiqués, qui sont en fait une ville sous la ville de Gaza, également dans d'autres parties de la bande de Gaza plus au sud, et qui assurent la sécurité des militaires, en fait, des sécuritaires. En fait, lorsqu'on est un civil palestinien à Gaza, lorsqu'on est un petit Gazaoui, eh bien, à cause du Hamas, on risque de mourir parce que eux n'ont pas de protection. C'est-à-dire que les gens du Hamas se cachent dans les tunnels, vont courir se protéger, mais ils laissent la population, encore une fois, face à des attaques possibles, les leurs eux-mêmes, et puis même des réactions israéliennes. Mais il n'y a aucune intention de protéger les Gazaouis. Et pour vous dire clairement et franchement, il y a à Gaza aujourd'hui 2,3 millions d'habitants, c'est énorme, 2,3 millions de Palestiniens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et à peu près 20-25 000 terroristes qui tiennent cette bande de Gaza d'une main de fer. Et lorsqu'on est contre eux, vous mourrez, dans le meilleur des cas, ou alors vous êtes torturé, et puis après vous mourrez de toute manière. Si vous êtes un opposant du Hamas, vous êtes également sous la peine de mort, et le djihad islamique, qui est plus petit que le Hamas, a exactement la même politique. En fait, on a affaire, si vous voulez, à un régime autocratique, à une dictature, tenue par les frères musulmans, surarmés, qui tiennent, encore une fois, plus de 2 millions d'habitants sous leurs bottes, et qui sont dans une impossibilité de vivre normalement et de s'opposer. Si vous demandez aujourd'hui à un Gazaoui, tranquillement, est-ce que tu étais pour le fait que le Hamas frappe et attaque Israël pour un prétexte bidon de Jérusalem? Évidemment que non. Évidemment que non. Mais comment peuvent le dire? Peuvent-ils le dire? Et s'ils le disent, encore une fois, ils vont être éliminés, ils vont être assassinés.
et ils vont être mis hors état de nuire. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on parle du premier bilan de cette confrontation, le Hamas a pris une bonne raclée, pas suffisante à notre goût en Israël, une bonne raclée parce que cette fois-ci, Israël a été extrêmement, je dirais, intelligent de frapper et de toucher le Hamas stricto sensu et le djihad islamique en ne donnant pas au Hamas cette satisfaction qu'il y a beaucoup de civils pris dans ce tourbillon de violence. Mais malgré cela, où avons-nous commis, nous, des erreurs? Il faut aussi parfois expliquer et dire aussi. Au niveau de la communication, même si le réseau de souterrains a été totalement, enfin pas totalement, pardon, en partie touché, à peu près un tiers des souterrains, ce qu'on appelle donc le métro dans le jargon militaire, le fait de dire que le métro de Gaza avait été touché par des frappes précises de Tsahal a été, à mon avis, une erreur. Une erreur dans la compréhension de la lutte antiterroriste israélienne dans Gaza. Parce que pour un citoyen lambda, à Paris, à Londres, à New York, à Copenhague ou à Amsterdam, le métro, c'est un endroit où les gens vont non pas se cacher, mais vont pour prendre un wagon et puis aller d'un endroit à un autre. Alors c'est vrai que ça ressemble à un métro, mais ce n'est pas du tout un métro. Donc il a fallu peut-être ici faire attention aux mots utilisés dans la propagande, je veux dire dans la propagande israélienne pour comprendre de quoi il s'agissait. Or là, on a peut-être commis une erreur dans la transmission du message. La deuxième erreur qu'on n'a non pas commis, mais qui a été peut-être pas suffisamment expliquée à temps, excusez-moi, c'est le fait que nous ayons dû détruire un immeuble dans la bande de Gaza, Al-Jala, un immeuble qui en fait était le QG du renseignement du Hamas et surtout le QG où il y avait les systèmes d'interception possibles du système d'homme de fer israélien. C'est-à-dire qu'en fait, le laisser là où il était, cet immeuble avec les services du Hamas, on va dire techniques et technologiques, c'était en fait gêner, voire empêcher le travail de dôme de fer pour protéger la population israélienne. Alors c'est vrai que c'était compliqué à expliquer avant et pendant. Depuis quelques jours maintenant, notre ambassadeur israélien à Washington et également à New York, puisqu'il a les deux casquettes de l'ONU également des USA, a expliqué et a rencontré différents officiels américains, mais également le patron de l'agence AP, l'agence Associated Press, qui est la plus grande agence du monde avec Reuters, qui n'était pas contente que cet immeuble avait été touché. Alors, juste petite parenthèse, dans un conflit contre le terrorisme, où les terroristes, encore une fois, se cachent dans des écoles, dans des mosquées, sous des villes, dans des hôpitaux, utilisent des tours ou des buildings où la presse travaille pour préparer des attaques contre Israël, il n'est pas toujours facile du côté israélien d'expliquer à l'avance pourquoi. Parce que la première difficulté du côté israélien est de préserver les sources d'informations qui nous donnent la possibilité de savoir ce qui se passe et non pas de discloser l'information qui pourrait mettre en danger les propres sources elles-mêmes. Mais il est clair que dans une guerre aujourd'hui où la presse est à l'affût, où les réseaux sociaux marchent à 10 000 à l'heure, toute activité, toute action qui peut paraître un peu exceptionnelle doit être expliquée presque en même temps. Et là, si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse qui n'est pas seulement vraie par rapport à cette opération, mais elle est vraie en général. Nous sommes dans une situation, nous, l'État d'Israël, lorsque nous nous battons et nous nous défendons, nous protégeons contre des terroristes, il faut savoir qu'eux vont utiliser les fake news, l'intox, la propagande, le mensonge à outrance, et que nous devons, nous, dire la vérité, expliquer, mais eux vont continuer à mentir même si nous on dit la vérité. Et de manière paradoxale, la presse occidentale, donc la presse qui vient de pays démocratiques, va mettre à égalité l'information qui provient de menteurs, de terroristes, de tueurs, et puis l'information qui va provenir de Tsahal ou d'un État démocratique qui explique le pourquoi du comment. Et ils vont dire, oui, mais eux disent ça, comment ça se fait que vous dites ça? Parce que nous, on dit la vérité. Parce que nous, on dit la vérité.
Oui, mais eux, ils disent. Et lorsque ils utilisaient des sources, comme par exemple la source classique, qui est le ministère de la Défense, pardon, le ministère de la Santé de la bande de Gaza. C'est quoi ce ministère de la Santé de la bande de Gaza? C'est en fait des cadres du Hamas, donc de l'appareil militaire, sécuritaire et politique du Hamas, qui mettent des blouses blanches, s'appellent docteur Intel ou docteur Intel, ou même parfois pas docteur du tout, et se disent en charge de la médecine ou de la santé à Gaza et donnent des chiffres. Et ces chiffres, parce qu'ils proviennent du so-called ministère de la Santé de Gaza, ils deviennent des chiffres entre guillemets réels. Mais ce sont des chiffres bidons. Et la presse le sait très bien, tout cela. À tel point qu'elle le sait, c'est que lorsque des journalistes ont osé dire des choses qui allaient à contre-courant de ce que voulaient les membres du Hamas, ils ont été expulsés. Et si c'était des Palestiniens, ils ont été tués et disparus dans la fumée de tirs du Hamas vers l'État d'Israël. C'est une guerre très compliquée, c'est un combat très compliqué, parce que nous avons affaire, encore une fois, face à des gens qui ont la politique du mensonge du début jusqu'à la fin. Et leur but, c'est de mettre Israël, de faire entrer Israël dans un espèce de bourbier politique, sécuritaire, diplomatique, le plus profondément possible. Et nous, notre rôle à nous, si certains peut-être sont sur la ligne, je ne sais pas qui nous écoute, puisque c'est un Zoom qui est ouvert à tous, mais nous, c'est de ne pas être dans ce bourbier-là. En fait, c'est d'éviter la faute. C'est d'éviter d'être appelé à faire la faute par des gens qui veulent qu'on fasse la faute. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu l'ADN de tout combat, de toute situation de guerre, c'est vrai, mais là, c'est encore plus vicieux parce qu'il y a comme une espèce de soutien d'un certain public qui soutient de manière paradoxale les mauvais, les méchants. Pourquoi? Parce que les méchants, dans ce cas-là, jouent les victimes. Alors nous, on a moins de morts qu'eux parce qu'on ne veut pas mourir, d'abord, donc on se protège, on va éviter d'aller dans les rues lorsqu'il y a des alertes. On a dôme de fer, grâce à Dieu, grâce à nos savants et grâce à nos techniciens. Et nous, on va tout faire pour avoir moins de morts. Mais de manière, encore une fois, horrible, lorsque la presse va s'occuper du conflit, ils vont dire, eux ont plus de morts que vous, donc c'est eux les victimes. Donc c'est eux qui ont raison. En fait, dans ce genre de conflit, celui qui a le plus de victimes, même si c'est celui qui a tort, celui qui est le méchant, eh bien, il a raison. Quelque part, j'avais rencontré il y a des années un journaliste canadien, dont je ne dirai pas le nom, et il m'avait dit, si vous avez plus de morts qu'eux, ben, les gens vous aimeront plus. Et je lui avais répondu, on était à Bergen-Belsen, on était à Auschwitz, on était dans d'autres endroits à une certaine époque, on avait beaucoup de morts et les gens ne nous aimaient pas non plus beaucoup. Donc on va pas revenir à cette période-là. Israël va tout faire pour continuer à protéger sa population et à peut-être développer plus, entre guillemets, une communication de crise ou de guerre. Mais je vous l'assure, ce n'est pas l'intelligence qui manque, ni les moyens qui manquent. Il y a du côté de ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écrire, une véritable détermination à ne pas vouloir voir l'État d'Israël comme un État légitime qui a le droit de se défendre et qui fait tout pour éviter de tomber dans ces pièges qui malheureusement existent à chaque fois que nous battons contre les terroristes. Alors, je me m'arrêter là un instant pour ce qui s'est passé il y a donc 3 semaines. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Avi, et je l'avais transmis également à Yasmine Mannheim, la directrice du programme. J'avais j'avais été appelé pour les derniers jours de l'opération à l'état-major, donc je n'avais pas pu me joindre à vous. Donc, à côté, je m'en excuse d'un côté. Je peux vous dire que j'étais très fier d'être appelé avec déjà un âge avancé. Donc, s'il rappelle des vieux comme moi, c'est un bon signe, en tout cas pour ma santé, personnelle. Je plaisante évidemment. Je voudrais maintenant essayer de dresser avec vous un état des lieux qui n'est pas simple à dresser, mais pour vous dire où est-ce que nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe. À l'heure où nous parlons là, maintenant, à l'heure où nous parlons, le Hamas, ce soir, menace Israël d'attaquer Israël. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si vous menacez ou si vous attaquez El-Aqsa, on vous attaque.
C'est quoi depuis quand Israël attaque Al-Aqsa? Le seul pays, le seul État qui est dans cette région ultra sensible, le garant des cultes pour toutes les religions du monde monothéiste, c'est les Juifs. C'est nous qui faisons que tout se passe formidablement bien pour les chrétiens, pour les musulmans et pour les Juifs, évidemment. Et on sait très bien comment manier tout ça parce que justement, nous sommes un État démocratique et nous sommes le peuple du livre et nous comprenons très bien que la foi et la religion font partie de l'important, sont des choses importantes pour les populations et les peuples. Mais eux, là aussi, changent tout en disant non, vous mettez en danger Al-Aqsa. Alors, la dernière fois, si vous vous souvenez, il y a eu des émeutes très violentes sur Al-Aqsa, préparées, organisées par le Hamas, évidemment, bien à l'avance, et ils avaient tiré des espèces de pétards ou des espèces de feux d'artifice qui avaient brûlé, ont commencé à brûler un arbre sur l'esplanade du Mont du Temple. Et les photos, on voyait donc le mur, n'est-ce pas, le kotel, magnifique, c'était la nuit, et puis une flamme sur le haut. Et il fallait voir les réseaux sociaux. Les Juifs brûlent Al-Aqsa. On était vraiment dans la science-fiction, dans un film de Léo. Mais ce n'était pas un film. C'était une volonté de ces gens-là de vouloir embraser le Moyen-Orient, le monde d'ailleurs. Je m'étais même dit, moi, qu'ils étaient même prêts, à mon avis, à tirer eux-mêmes des pétards ou des feux d'artifice vers Al-Aqsa elle-même pour créer un incident. Ils sont tellement dans la haine et tellement dans la volonté de créer un incident, une crise contre Israël, qu'ils sont prêts à n'importe quoi, et on le sait, ça. Alors, la presse est au courant, ce n'est pas du tout le cas, mais les images étaient reproduites, étaient, montrées dans le monde entier. On voyait donc de loin la mosquée, le dôme, n'est-ce pas, la nuit, avec des flammes qui provenaient, encore une fois, de pétards qui avaient brûlé quelques branchages d'un arbre. Mais vous avez là tous les ingrédients pour dire les Juifs attaquent Al-Aqsa. Et c'est ça maintenant qui se passe du côté du Hamas. Le Hamas, avec cette crise-là, ils ont été, on va dire, écrasés au niveau militaire, évidemment. Mais au niveau politique, il faut en être conscient, ils ont gagné des points sur leur impact et sur leur influence dans la ville de Jérusalem, de Yerushalayim. Et pour deux raisons. D'abord, il faut le dire, il y a, comme dans le monde entier, dans le monde musulman, il y a une radicalisation et un intérêt pour l'islamisme qui va en grandissant. Et cet islamisme-là, il est beaucoup repris grâce aux réseaux sociaux. Il faut savoir qu'à Jérusalem, où vivent à peu près 300 000 Arabes palestiniens, une grande jeunesse, partout d'ailleurs, en Judée-Samarie pareil, aujourd'hui, ce truc-là, hein, vous connaissez, n'est-ce pas, eh bien, c'est le distributeur de haine, de violence, de fake news. Et ça avait commencé déjà quand les jeunes Arabes de Jérusalem avaient donné des gifles, malheureusement, à 2 ou 3 talmidés étudiants de Yeshiva. Et ça avait été filmé et reproduit sur TikTok. Et TikTok, c'est les jeunes, hein, 14-15 ans, même avant. Et ça avait fait rire des millions de musulmans dans le monde, où tout d'un coup, on peut humilier un jeune juif à Jérusalem. Et il y avait comme ça une atmosphère où tout d'un coup, au nom d'une nouvelle manière de voir, on va gifler des juifs, on va humilier Israël, et tout ça bien centré sur Jérusalem, sur El-Quds, hein, en arabe, et sur fond de Ramadan. C'était le mois du Ramadan. Donc on avait tous les ingrédients comme ça. Alors, la deuxième raison, au-delà des réseaux sociaux, peut-être aussi d'une espèce de déconstruction des familles patriarcales musulmanes, je vais pas faire maintenant une conférence sur la société musulmane palestinienne ou arabe, israélienne et dans les territoires, mais il faut savoir que les réseaux sociaux sont en train de casser, de fracturer l'autorité patriarcale classique. En fait, si vous voulez, dans cette société qui est une société traditionnelle ou traditionnaliste, avec une importance forte de la tradition et de la religion, les réseaux sociaux sont en train de redistribuer les cartes et donnent accès donc à des groupes, à des idéologies
qui se veulent, je dirais, pour un peu, non pas pour détruire, mais pour déconstruire, c'est le terme que je voudrais employer, les cellules familiales classiques. Donc, il n'y a plus l'autorité paternelle, il n'y a plus l'autorité religieuse classique, et ça fait du bien à des groupes terroristes islamistes qui utilisent ces changements de structure dans les familles arabes, palestiniennes, pour entrer en force. Et on le voit également avec d'autres réseaux sociaux, comme par exemple, si vous connaissez, c'est en français mais également en arabe, c'est AJ+. Ce sont des réseaux sociaux qui proviennent de El Jazeera. Hein, c'est en fait la manière que El Jazeera a pour propager des idéologies et des éléments d'information très islamisés comme ça, qui proviennent d'ailleurs du Qatar au départ, et qui influencent des foules de gens, des millions de gens de par le monde, avec un islamisme, avec une idéologie qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut connaître. Et ça, c'est un danger aujourd'hui pour Israël. Et le Hamas, aujourd'hui, a beaucoup plus d'impact qu'auparavant à Jérusalem, en utilisant encore une fois ce qu'il appelle, lui, ne touchez pas à El-Aqsa, parce que ça nous met à nous, Israéliens, face à une menace pratiquement quotidienne. Alors quoi, on n'a plus le droit d'aller à Jérusalem avec un drapeau israélien, une casquette où il y a marqué I love Jerusalem ou Ani ohevet Yerushalayim. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est une question politique, je ne veux pas maintenant en parler, mais elle existe et elle est posée actuellement pour le gouvernement actuel et pour le prochain, normalement, qui doit entrer en scène d'ici dimanche. Alors, ceux qui disent cette opération n'a servi à rien, on en est au même stade qu'auparavant, au contraire, c'est pire. Alors, je voudrais quand même un petit peu leur dire qu'ils ont tort. D'abord parce que deux éléments importants sont entrés sur scène, dans cette scène-là, qui n'étaient pas auparavant de cette manière-là. Le premier, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est 105 millions d'habitants. L'Égypte grandit d'1,5 million d'habitants chaque année. L'Égypte, c'est aujourd'hui le partenaire sécuritaire et politique de l'État d'Israël. C'est le plus grand pays arabe. Et ce pays arabe-là, ne l'oublions pas, était le pays qui gouvernait la bande de Gaza jusqu'à la guerre des 6 jours. Et ce pays-là, aujourd'hui, qui est gouverné par le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, prend des résolutions qui semblent pour l'instant aller dans la bonne direction. C'est-à-dire, il donne de l'assistance, il donne des éléments de reconstruction à Gaza, mais il demande également en échange de la part du Hamas, non pas des compensations, mais des garanties politiques et sécuritaires. Certains même, comme l'a dit hier, ou l'a écrit hier le Jerusalem Post, hein, qui est un journal israélien en anglais qui est, on va dire, de droite, centre-droite. Le Jerusalem Post hier demandait, avec son journaliste des affaires arabes, demandait est-ce que l'Égypte n'a pas envie de revenir dans la bande de Gaza? Est-ce que quelque part, si Israël, lui, n'a pas envie de rentrer pour des raisons politiques et militaires, on n'a pas envie de rentrer dans le bourbier de Gaza, pourquoi peut-être que l'Égypte, de nouveau, voudrait jouer le rôle non pas d'un assistant de loin, mais d'un assistant de très près? Elle est capable, si Israël en est d'accord, si les Américains sont d'accord, de revenir faire la police à Gaza. Ce que ne font pas les Juifs face au Hamas, peut-être que les Égyptiens le feront face au Hamas. Encore une fois, je vous rappelle, c'est entre 20 et 25 000 terroristes qui ont pris en otage 2,3 millions d'habitants. Alors, ça va durer combien de temps, cette histoire? À chaque fois, on va attendre que le Hamas veuille bien négocier, pas négocier, attaquer, pas attaquer, pour savoir si oui ou non on a le droit ou pas. Je veux dire, on est dans une situation qui est invivable à moyen et long terme. Il va falloir trouver des solutions, mais là, je vous dis un avis très personnel. Je ne pense pas que la solution du problème de Gaza soit israélienne. Pourquoi elle serait israélienne? Pourquoi Gaza serait un problème seulement israélien? Elle est aussi israélienne, mais elle est aussi égyptienne, elle est aussi américaine, européenne. Gaza, on n'y est pas. Et ceux qui sont à Gaza aujourd'hui, ce sont 2 de nos soldats qui sont morts et 2 Israéliens kidnappés. C'est ça, aujourd'hui, Gaza pour Israël. Et ce n'est pas du tout ce qu'on dit, ce n'est pas une enclave, parce qu'il y a une ouverture vers la mer et il y a une frontière sud, donc ce n'est pas une enclave, ce n'est pas une prison à ciel ouvert, comme le disent certains médias, ce n'est pas une prison. Je ne connais pas de prison, moi, qui fabrique des missiles, qui tire des missiles de leur prison vers d'autres pays. Je ne connais pas ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas une prison. Une prison, ça ne tire pas de missiles
ni de bombardement, ni ça n'envoie pas des équipes de commandos pour tuer des femmes, des enfants. Aucune prison ne fait ça, à moins que je ne sache pas mon dossier et que peut-être qu'il existe d'autres prisons. On a affaire ici vraiment, encore une fois, à une région qui pourrait être tout à fait différente, qui pourrait devenir un Hong Kong, un Singapour, si elle est gouvernée par d'autres personnes, avec une autre politique, mais certainement pas avec le Hamas ou le djihad islamique, qui eux sont soutenus par l'Iran, évidemment, qui utilise le Hamas et la pauvreté de la bande de Gaza, qui est une volonté, encore une fois, du Hamas, pour pleurer, entre guillemets, so-called, pour pleurer face à un monde qui ne comprend rien du tout à ce qui se passe et qui pense qu'il y a les mauvais Israéliens et les gentils gens du Hamas. Mais non, pas du tout. Encore une fois, mais pas du tout. Nous serions plus qu'heureux que Gaza, la bande de Gaza, devienne un Singapour, une zone de production, de productivité, que les gens aient du travail, qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, qu'il y ait des échanges avec Israël. Il n'y a pas d'échanges de missiles, qu'il y ait des échanges d'étudiants, des échanges d'agriculteurs. Vous savez que lorsqu'il y a une maladie en Israël, on fait tout pour qu'elle n'arrive pas du côté de Gaza. Mais c'est pareil du côté de Gaza. Et les gens doivent comprendre que l'air qu'on respire à Tel Aviv ou à Ashkelon est le même qu'on respire à Khan Younes, à Jabalia ou à Rafah ou à Gaza. Et quand il y avait le corona à Gaza, et que on s'est quand même occupé d'envoyer des doses de vaccins, évidemment. Et que même durant l'opération-là, des enfants de Gaza, et c'est tant mieux, et heureusement, ont été évacués durant l'opération, encore même durant l'opération, vers des hôpitaux israéliens pour traitement contre le cancer. Donc, on est dans une situation absurde pour ceux qui ne comprennent pas la situation. Mais elle est absurde parce qu'il y a 25 000 salopards qui gouvernent d'une main de fer 2,3 millions d'habitants. Et peut-être qu'il est venu le temps qu'un pays arabe responsable, en collaboration avec Israël, s'occupe de ce que nous. Parce que lorsqu'un Israélien s'occupe d'un problème avec les Arabes, on l'accuse d'être un occupant, d'être un sioniste, d'être un méchant. Alors, ok, soyons à l'extérieur, mais laissons au moins que les Gazaouis puissent vivre normalement. Avec le Hamas, il n'y aura jamais la paix. Comme il n'y aura jamais la paix avec l'État islamique, comme il n'y aura jamais la paix avec le Hezbollah, tant qu'ils seront là. Comme il n'y aura jamais eu la paix en Allemagne si les nazis étaient restés au pouvoir. C'est pour ça que les alliés à l'époque ont dit il faut non pas seulement gagner la guerre, mais il faut véritablement détruire le régime nazi en Allemagne et le remplacer par quelque chose d'autre. Pareil pour MacArthur dans le Japon. Il faut casser ce régime impérialiste ultra-violent par quelque chose d'autre. Alors, il y a un prix à payer à cela. Mais ce prix-là, il semble, encore une fois, qu'aujourd'hui, les Américains, les Européens, et je parle de savoir que Monsieur Macron a joué un rôle important avec l'Égypte et la Jordanie pour le cessez-le-feu qui a pris place ici. Je ne connais pas les discussions exactes qui se sont tenues, mais elles se sont tenues à Paris avec M. Macron, M. Abdel Sisi, et par Zoom ou par Skype avec le roi de Jordanie. Et il y a une compréhension de M. Macron que le Hamas, ce n'est pas du tout l'avenir pour les Palestiniens. Et que tout doit passer ou devrait passer par l'autorité palestinienne. Encore qu'elle, il faut aussi qu'elle soit capable de faire son travail. Et là, j'en suis très sceptique, mais celui qui peut accélérer et faire que ça marche, c'est l'Égypte. Avant de conclure, avant les questions, qu'il y a beaucoup de choses à parler, évidemment, je voudrais parler de l'Iran, du nucléaire iranien et du Hezbollah. Parce que le Hamas est un problème, ce n'est pas le seul problème d'Israël. Et qu'aujourd'hui, nous sommes face à une menace, et ceux qui me connaissent m'ont souvent entendu dire cette phrase, existentielle, face à l'Iran nucléaire. L'Iran, aujourd'hui, d'après différentes sources et différentes agences de renseignement, est proche de produire suffisamment de matériaux fissiles pour produire 5 bombes atomiques. Et ils ont également des missiles balistiques pour pouvoir poser ces missiles, ces engins sur ces missiles et les lancer quelque part. Et pour nous, en Israël,
il est hors de question que l'Iran possède l'arme nucléaire. Qu'on soit de droite, de gauche, du centre, il y a un consensus ici général en Israël. Par contre, les différentes stratégies qui ont été choisies depuis plusieurs années par rapport à l'Iran, aucune d'entre elles, même si elles ont été, je dirais, utiles et efficaces à un certain comment dire, niveau, n'ont pas bloqué le processus de production de l'arme nucléaire iranien. Obama, en 2015, a voulu un accord pour contrôler le nucléaire et l'Iran a menti et a continué le programme. Donald Trump, lui, est sorti de l'accord. Mais en sortant de l'accord, l'Iran a continué son programme nucléaire et les sanctions n'ont pas vraiment altéré et empêché que l'Iran continue à sa route vers la bombe atomique. La stratégie de Netanyahou a été, on peut le penser, par différents moyens d'altérer le programme nucléaire et de le dire aussi, et de le montrer aussi. Cette politique, critiquée parfois en Israël, parfois applaudie, parfois les deux en même temps par les mêmes personnes, n'a pas non plus bloqué le processus de production d'uranium enrichi et le fait que, à l'heure où nous parlons, l'Iran est très proche, serait très proche, peut-être quelques mois, d'obtenir l'arme nucléaire. Donc aujourd'hui, il y a deux voies qui se mettent en place. La voie menée par Joe Biden qui voudrait revenir à un accord, mais il se rend compte, malgré des volontés au départ, de revenir vers un accord, que les Iraniens mentent, continuent de mentir, cachent dans des dizaines et des dizaines de sites des éléments militaires nucléaires et qu'on ne peut pas lever toutes les sanctions. Du côté israélien, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de coordination avec d'autres États. Et je dirais, à une autre échelle et une autre ampleur, le problème de Gaza n'est pas seulement un problème israélien, le problème de l'Iran nucléaire n'est pas seulement un problème israélien. Il faut à un moment donné montrer au monde que nous ne sommes pas seuls face à ces problèmes-là. Nous faisons partie de la communauté internationale, nous ne sommes pas les policiers du monde ou les gendarmes du monde. Nous sommes un État puissant parmi d'autres qui doivent trouver des solutions, parfois politiques, parfois diplomatiques, parfois différentes, pour faire que le monde aille mieux, ou soit en tout cas plus sûr. L'Iran reste un problème majeur, et tant que l'Iran, comme le Hamas à Gaza, reste un problème majeur, le Moyen-Orient ne sera pas tranquille. Le Moyen-Orient continuera à être une poudrière. C'est le Hezbollah, toujours continuant à s'armer et à menacer Israël, avec un Nasrallah un peu vieillissant, un peu malade, mais il reste toujours, après 15 ans, depuis 2006, entre son bunker et quelques apparitions rapides comme ça, il y a toujours peur d'une réaction, d'une attaque israélienne. Mais soyons clairs, depuis la guerre du Liban 2 en 2006, le Hezbollah s'est tenu tranquille. Par contre, le Liban est en train d'être en totale dislocation et peut-être au bord d'une guerre civile. Et les Libanais accusent le Hezbollah d'être un des responsables de cette anarchie, de cette corruption terrible. Et peut-être que le Liban lui-même va sortir le Hezbollah seul de ce qu'il est, sans qu'il ait besoin d'une intervention israélienne. Je voudrais conclure, avant qu'il y ait des questions, encore une fois, pour vous dire que une phrase peut-être qui a été hier prononcée par le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, qui est d'ailleurs un homme exceptionnel. Je crois que c'est peut-être un des meilleurs chefs d'état-major qu'on ait eu depuis plusieurs années, dans l'intelligence et dans, je dirais, la créativité, l'innovation et le fait qu'il est en train de rendre Tsahal encore plus efficace, plus moderne, plus technologique, entre autres par un grand programme qui s'appelle Tnufa, qui veut dire aller de l'avant ou pousser de l'avant. En tout cas, il a dit hier que nous étions
une armée qui n'a pas de comparaison au Moyen-Orient, mais la force de Tzahal, ce n'est pas le dôme de fer, ni le dôme d'acier, ni la fronde de David, c'est les Israéliens et les Israéliennes qui sont dans Tzahal. C'est ça la force de Tzahal. Et je répète que la force d'Israël, ce n'est pas les éléments techniques, ce sont les éléments humains, la qualité humaine. Et je vais vous dire que cette force-là, cette qualité humaine, elle est de loin aujourd'hui l'élément numéro un dans la force de l'État d'Israël pour trouver des solutions à nos problèmes, également pour avancer et pour aller dans des bonnes directions. Mais il est clair que nous devons continuer à être, nous, Israéliens, Israéliennes, extrêmement vigilants. Bien sûr que nous voulons arriver à la paix et à des situations beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines et de relations avec nos voisins, comme c'est le cas avec les Jordaniens, avec les Égyptiens, avec les Palestiniens, même on a de la coordination sécuritaire, mais pas seulement, en Judée et Samarie. On a la paix maintenant avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis, et c'est que le début, des relations avec le Maroc, que nous saluons tous. Mais ce n'est pas fini. On n'est pas encore dans le shalom. Et il faut avancer, mais pour avancer dans le shalom, il faut être prêt à la guerre. Il faut être prêt à la guerre. C'est-à-dire qu'il faut être toujours extrêmement vigilant et jamais faible. Toujours le premier. Et pour finir cette petite réunion avec vous ce soir, on est les premiers. Toda Rabba. Et s'il y a des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier, pour ton analyse claire, nette et très pertinente. Beaucoup de remarques, peu de questions, beaucoup de remarques, parce que c'était tellement clair que les gens n'ont pas posé des questions. Une question quand même, peut-on contrôler de façon efficace les flux d'argent du Qatar? Je cherche d'autres questions en attendant. Alors, le Qatar, effectivement, a donné à peu près presque $1 milliard dans les dernières années de différentes manières, et pas seulement le Qatar d'ailleurs, au Hamas pour aider, entre guillemets, la bande de Gaza, mais il est clair que cet argent, c'est comme de l'argent presque de raquette, comme ça, c'est presque pour calmer, entre guillemets, les gangsters du Hamas, pour que... Alors, ils disent qu'ils donnent $100 par famille. Ils disent qu'ils donnent $100 à 100 000 familles. Bon, il ne faut pas être un grand calculateur pour dire que c'est 10 millions de dollars, mais c'est beaucoup plus qu'ils reçoivent. Donc, où va le reste? S'ils donnent effectivement 10 millions de dollars aux familles palestiniennes, ben le reste va dans la construction de souterrains, de l'arsenal, des fusils, des bombes, des mortiers. Et donc, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne veut plus, on n'accepte plus, les Américains n'acceptent plus, les Égyptiens n'acceptent plus que cet argent rentre par le biais du Qatar avec l'accord israélien et que cet argent aille au Hamas directement. On veut maintenant, enfin, ils veulent, eux, que l'argent arrive dans un système de contrôle tout à fait différent via l'autorité palestinienne avec des contrôles égyptiens et autres, peut-être même américains. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent du Qatar qui va arriver à Gaza. Une autre question qui vient d'arriver, y a-t-il des Palestiniens de l'extérieur qui sont prêts à jouer un rôle majeur pour arriver à une vraie paix? Il y a Palestiniens de l'extérieur. Non, mais attendez. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a les Palestiniens, ce n'est pas un seul bloc. Tout le monde pense pareil. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'abord des enjeux politiques internes entre le Hamas, le Fatah, l'OLP, etc. Il y a des guerres fratricides entre les groupes, des groupes qui sont soutenus par les Américains, les Égyptiens, d'autres par l'Iran et par les Turcs. Et ici, une influence des frères musulmans, ici, une influence plus, on va dire, plus, pas laïque, mais en tout cas plus libérale, si vous voulez. Si vous allez à Ramallah aujourd'hui, à Ramallah, vous verrez des femmes avec des jupes courtes. Vous verrez des gens qui boivent de l'alcool dans des cafés, n'est-ce pas? À Ramallah, là où siège l'autorité palestinienne. À Gaza, vous ne verrez pas. Ça ne veut pas dire que les gens en cachette ne vont pas boire aussi, comme on le voit dans des pays arabes ultra-musulmans, boiront d'alcool, ou il y aura également des choses qui existent dans tous les pays du monde, mais en cachette. Il y a des gens qui ont un autre discours, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. La seule manière aujourd'hui d'exprimer des discours, c'est soit on cache son nom, soit on s'exprime sur les réseaux sociaux,
soit on risque sa vie, on risque sa peau vraiment pour penser différemment. Mais il n'y a pas seulement des Palestiniens de l'extérieur qui peuvent voir des possibilités de vivre l'un à côté de l'autre, il y a également des gens à l'intérieur. Mais ils ne peuvent pas le dire, ils ont peur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la position de Biden par rapport au conflit? Alors, Joe Biden, au départ, bon, d'abord, Joe Biden est un président américain qui a toujours été un ami d'Israël, mais il a été élu par les démocrates. Et chez les démocrates, il y a une évolution d'un vote démocrate, on va appeler en langage français progressiste de gauche, qui voit un petit peu, qui ressemblerait un peu plus, si vous voulez, non pas à un stéréotype du vote américain classique, mais à un stéréotype du vote européen. C'est-à-dire que la gauche, ce qu'on appelle la gauche en France, par exemple, n'est-ce pas, qui peut être la gauche, l'extrême gauche, peut également faire partie maintenant d'une certaine gauche américaine aussi, plus qu'auparavant, qui soutient les Palestiniens contre les Israéliens, avec cette vision, on va dire, presque marxiste. Les Israéliens seraient les riches et les Palestiniens seraient les pauvres, je résume. L'un serait soutenu par l'Occident, l'autre serait soutenu par d'autres nations, etc., etc. Et puis également un courant chez les démocrates aux États-Unis qui voit dans l'islam, à la différence de M. Donald Trump, quelque chose qui peut aller de pair avec la démocratie, avec le Parti démocrate également, face aux républicains qui seraient vus plus comme catholiques, protestants, évangélistes et soutien d'Israël classique. Donc ce soutien démocrate de Biden a eu un impact sur la manière qu'il a de traiter le problème. Mais en fin de compte, lorsqu'on a vu, là il y avait un case study qui a été vérifié sur le terrain, c'est qu'effectivement les Américains ont soutenu Israël. Joe Biden a donné quand même une quinzaine de jours à Israël pour faire ce qu'il devait faire. Il y avait une limite de temps, mais cette limite de temps serait également venue du côté des républicains. Et aujourd'hui, je crois que le réel politique, la réalité, si vous voulez, politique, revient au galop et influence de nouveau les Américains qui pensaient peut-être faire totalement différent de Trump, mais on ne peut pas, si vous voulez, avec l'Iran, être tout d'un coup amoureux des Iraniens ou penser qu'ils sont des gens formidables et qu'ils disent la vérité. On ne peut pas voir le Hamas comme des gens formidables, ni le Hezbollah. Donc, la réalité rattrape les Américains. C'est Joe Biden, Anthony Blinken. Mais nous devons, nous, en Israël, et je pense que ça va être le cas aujourd'hui, je dirais, affiner le discours. On ne peut plus se permettre de parler comme à l'époque de Donald Trump. On ne peut pas parler en termes, si vous voulez, évangélistes. Il faut parler maintenant plus concrètement et surtout avec des éléments qui peuvent aboutir à des solutions ou des résolutions de conflits. Dernière question, parce que je dois terminer, je m'excuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Shouim, des soldats, des deux soldats détenus, des deux soldats morts détenus dans la bande de Gaza et des deux civils qui sont détenus également? Il y a des négociations aujourd'hui qui ont lieu sous l'égide des Égyptiens, du renseignement égyptien, qui ont lieu au Caire et qui ont lieu dans différents endroits. Elles sont quelque part déconnectées du reste de manière paradoxale. Il y a d'autres éléments. Le Hamas demande 1111 prisonniers en échange de 2 soldats morts, donc 2 kidnappés. 1111. C'est ce qu'a déclaré Irki Sinoir, le patron du Hamas. Israël avait transmis une liste de quelques centaines de noms il y a une quinzaine de jours. Eux, donc, veulent beaucoup plus que cela. Mais le fait qu'il y ait des négociations avec l'Égypte au milieu est un point positif. Il me semble qu'on va arriver, j'espère qu'on va arriver à un échange et que les 2 kidnappés et surtout les 2 corps de soldats pour les familles puissent trouver une sépulture digne juive en terre d'Israël. Merci encore, Olivier, pour ton intervention pertinente, remarquable et précise.
Peut-être, Yasmine, tu nous rappelles nos prochains rendez-vous? Attendez, avant, juste un mot. Avec Juste un mot, plaisir. pardon. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier, l'Organisation sioniste mondiale, pour le travail que vous faites. Toi, Naftali, à Jérusalem, je connais depuis des années. Toi, Yasmine, à Paris. C'est pas facile aujourd'hui de parler de sionisme ouvertement et librement, mais nous sommes dans dans un état merveilleux qui est toujours là, debout et fort et plus fort que jamais. C'est important de faire que ce contact ait lieu dans le domaine sécuritaire, culturel, évidemment, politique et autres, musical. Mais bravo à ce que vous faites et je suis très fier d'avoir participé avec vous ce soir à cette réunion qui, j'espère, a été utile. Merci. Toda rabba lachem. Toda Merci Olivier. beaucoup, merci. Et on se voit dimanche matin à 11h heure française pour découvrir Haïfa avec Cathy Prado et Rivka Berebi. Donc, rendez-vous dimanche à 11h. Merci, Shabbat Shalom à tout le monde. Bye, Shabbat Shalom.